Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Antoine Perrier. Je vous remercie de nous permettre de vous exposer les résultats d'une enquête qui a été possible grâce à vous et à CMT France. Donc, il y a de ça 4 ans avec Philippe de Normandie, face au constat que le parcours du patient à la prise en charge de l'appareillage n'était pas optimal. Et puis, on voyait énormément de patients nous décrivant un échec de parcours. On a eu l'ambition de se dire comment on peut arrêter de demander à nos collègues pourquoi ça ne va pas, mais demander aux premiers concernés, c'est-à-dire vous, qu'est-ce qui pose problème dans la prise en charge. Et donc on a mené cette étude grâce à CMT France. C'est une étude en ligne suite à un mailing de l'association. Donc c'est un travail d'équipe. Donc moi, de formation, je suis pédicure podologue, je suis paramédical. J'ai une formation également d'ingénieur et de docteur en biomécanique, donc j'ai une partie de recherche. Et ce travail est porté par un podologue qui fait une thèse de sciences sur le sujet des déformations du pied. Et c'est un travail qui a été réalisé avec le docteur Laurence Maillan et professeur François Genet, le docteur Philippe de Normandie. Donc le constat, c'est ce que nous pensons déjà connaître, qui nous empêche souvent d'apprendre. À force d'être au quotidien avec les patients, on oublie parfois peut-être qu'on n'a pas la vérité ou que la connaissance qu'on a est peut-être pas aussi complète qu'on le pense. Donc l'idée, c'était de poser un questionnaire relatif à l'appareillage et à la prise en charge médicale et paramédicale, qui a été diffusé via l'association CMT France, avec un objectif qui était de comprendre le parcours et les motifs d'abandon de l'appareillage chez le patient porteur de CMT. Donc cette étude a fait l'objet de 1300 sollicitations par mail. Il y a eu 940 répondants, ce qui est énorme pour ce type d'étude. Donc déjà, on vous remercie pour vraiment ces réponses. Sur ces 940 répondants, 795 étaient appareillés ou avaient été appareillés. Et ça représente 3,9% des patients porteurs de neuropathie héréditaire ou idiopathique, selon les chiffres de la Sécurité sociale. L'âge moyen des répondants était de 59,2 ans. L'âge moyen des répondants qui avaient abandonné un ou plusieurs appareillages était de 50 ans. Et l'âge moyen des personnes qui avaient conservé l'appareillage était de 55,5 ans. Et avec seulement 89 participants qui n'avaient jamais eu d'appareillage. Donc, premier résultat de l'étude, c'était aussi un objectif de décrire le parcours du patient, la chronologie. Donc, les premiers symptômes au niveau du pied, déclarés par les participants, étaient pour 35% des difficultés à la marche, pour 28% des problèmes d'équilibre, dans 19% des entorses et 18% des problèmes de chaussage, avec l'apparition moyenne des premiers symptômes à 21,5 ans, mais avec un écart type qui est important, c'est-à-dire la différence entre les différentes personnes, et avec une description de premiers symptômes pour certains à l'âge de 5 ans et pour d'autres à l'âge de 35 ans. Les combinaisons principales des premiers symptômes étaient des difficultés de marche plus des problèmes d'équilibre, ou une cumulation difficultés de marche, problèmes d'équilibre, plus problèmes de chaussage. Donc 21,5 ans. Et à chaque fois, ce qui ramène, enfin, dans 41% des cas, pardon, ce qui ressort, c'est qu'il n'y a pas eu de mise en lien entre les symptômes et la maladie. Donc 41% des cas, malgré la cumulation des symptômes, il n'y a pas eu de mise en lien et de redirection vers une démarche diagnostique. Ensuite, l'information diffusée aux patients. Un patient, à partir du moment où il est diagnostiqué CMT, quelle information il reçoit? Dans 30% des cas, il a reçu des informations sur les faiblesses musculaires, dans 26% des cas sur les déformations du pied, dans 23% des cas sur les entorses possibles ou les troubles sensitifs. Et finalement, l'information de l'ensemble a été faite dans 42% des cas. Donc on se retrouve avec finalement une information qui est incomplète pour une majorité d'entre vous, en lien avec le tableau des symptômes possibles. Ensuite, l'appareillage. Donc on s'intéresse à l'appareillage. Par appareillage, on entend semelle orthopédique, chaussure orthopédique, donc qui contient une semelle à l'intérieur, et releveur du pied. Donc dans les slides, c'est écrit AFO. Les semelles orthopédiques, 45% des personnes avaient pour appareillage actuel des semelles orthopédiques. 83% ont déjà porté des semelles. Dans 55% des cas, les patients étaient porteurs de chaussures orthopédiques et 45% des cas avec des releveurs. Ce qui est intéressant, c'est les âges.
les premières semelles orthopédiques apparaissent vers 27,7 ans, les premières chaussures vers 37,2 ans et les premiers releveurs vers 41 ans. Là, le point important, c'est qu'il y a eu 51% des patients qui ont abandonné de manière temporaire ou définitive l'appareillage. Donc, quelque chose qui a été prescrit, réalisé, a dans 51% des cas été abandonné, et on verra qu'il a été malgré tout renouvelé. Donc, les raisons pour lesquelles l'abandon de l'appareillage apparaissait, si on se place du côté des praticiens. Côté praticien, dans 61% des cas, aucun contrôle de l'appareillage n'a été fait par le fournisseur de l'appareillage. Donc, ni le pédicure-podologue, ni le podo-orthésiste, ni l'orthopédiste prothésiste n'ont réalisé de vérification après la fourniture de l'appareillage dans 61% des cas. Mais on a aussi un problème du côté du prescripteur. Dans 75% des cas, il n'y a eu aucune réévaluation par le médecin prescripteur de cet appareillage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'un traitement a été prescrit, réalisé, mais qu'on n'a pas vérifié s'il y avait une adéquation entre l'objectif du traitement et finalement sa bonne réalisation. Donc pour nous, c'est des chiffres qui font très mal, hein, côté praticien. Et côté patient, les motifs pour lesquels l'appareillage n'est pas porté, il y a la non-adaptation immédiate qui apparaît en premier, le volume de la chaussure qui apparaît en deuxième, l'esthétique, les conflits cutanés, l'inefficacité ressentie, l'inadaptation avec le temps, le poids de l'appareillage et la perte de force ressentie en lien avec ce poids. On peut se rendre compte que pour la première raison, la non-adaptation immédiate, c'est directement en relation potentielle avec la vérification de l'appareillage. En ce qui concerne le volume de la chaussure, ça c'est une question de réalisation, mais c'est aussi une question, à l'heure actuelle, dans les conseils de chaussage qui existent pour le grand public, existe-t-il des chaussures qui permettent des fois d'avoir les quelques centimètres cubes qui permettraient de placer un pied qui n'a pas forcément besoin d'une chaussure orthopédique. L'esthétique, ça c'est subjectif, donc malheureusement, c'est un paramètre sur lequel, en tant que clinicien, on ne peut pas trop jouer. Et les conflits cutanés, c'est directement lié à la conception. Ensuite, dans l'évaluation de la prise en charge, là où c'est intéressant, c'est comment jugent les patients leur prise en charge. Donc la qualité de prise en charge pour les patients qui n'ont pas abandonné l'appareillage est considérée comme bonne dans 63% des cas, insuffisante dans 33% des cas et mauvaise dans 4% des cas. Chez les patients qui ont abandonné l'appareillage, elle est considérée comme mauvaise dans 18% des cas, bonne ou correcte dans 46% des cas. Donc ça, c'est un point important. La prise en charge est considérée comme bonne ou correcte malgré l'abandon de l'appareillage. Et elle est considérée comme insuffisante dans 36% des cas. Donc là, ce qu'on vous présente, c'est finalement la première fois que le parcours d'un patient CMT est décrit de ses premiers symptômes à son âge actuel, en tout cas en lien avec une étude, avec une apparition des premiers symptômes autour de 21 ans, 21,5 ans, les premières semelles orthopédiques 27,7 ans, le diagnostic à 31 ans en moyenne, les chaussures orthopédiques à 37 ans, les releveurs vers 41 ans et l'âge actuel de 53 ans. Le diagnostic est donc posé 10 ans après les premiers symptômes. La prescription des semelles, elle est réalisée 4 ans avant le diagnostic et 6 ans après les premiers symptômes. Et ensuite, on va avoir les prescriptions des chaussures puis des releveurs qui sont directement liés à l'évolution de la maladie. Donc pour nous, les conclusions, c'est déjà de cette étude la non mise en lien entre les symptômes et la maladie CMT dans 41% des cas. Donc là, il y a un énorme travail à faire. La diffusion de l'ensemble des informations qui est seulement complète dans 42% des cas. 51% d'abandon temporaire ou définitif de l'appareillage. 61% des cas où la personne qui réalise l'appareillage ne contrôle pas l'appareillage. Et 75% des cas où la personne qui prescrit l'appareillage, le médecin, ne réévalue pas. Donc on commence à décrire le problème en lien avec ce parcours. Derrière, on a une hypothèse en lien avec la prescription. Donc on a déjà un renouvellement de l'appareillage qui est fait dans 69% des cas. On va avoir un délai de renouvellement qui est majoritairement une fois par an, tous les ans. Et on va avoir le renouvellement de l'appareillage qui est porté principalement par le médecin généraliste.
puis par le médecin MPR, puis par le neurologue et enfin par le chirurgien. La conclusion de ça, c'est 69% des appareillages sont renouvelés. Dans 51% des cas, c'est par le médecin généraliste. Dans 64% des cas, c'est tous les ans que c'est renouvelé. Donc le généraliste ne pouvant pas prescrire les chaussures orthopédiques et le releveur, là, ça sous-entend qu'on parle des semelles orthopédiques. Et parmi les prescripteurs, donc c'est pareil, ça ne fait pas plaisir à entendre, mais à l'heure actuelle, seul le médecin MPR est formé dans sa formation initiale, de par sa spécialité, à la prescription d'appareillage basée sur une évaluation de l'anatomie structurelle et fonctionnelle. Donc là, il y a la notion de spécialité, d'expertise. Donc là, c'est une synthèse du parcours qui mène à l'abandon de l'appareillage. Donc tout ça, bien entendu, c'est des statistiques, donc ça ne correspond pas forcément au cas individuel de chacun d'entre vous. Mais globalement, si vous suivez ce parcours, vous avez plus de chances d'aboutir à un arrêt du port de l'appareillage, avec des premiers symptômes qui sont précoces, sous forme d'entorse. Un diagnostic CMT qui va être tardif. La consultation du médecin généraliste plusieurs fois par an, qui est le responsable de la prescription de l'appareillage, notamment des semelles orthopédiques. L'appareillage qui apparaît précocement dans la prise en charge, mais sans pose du diagnostic, et puis une absence de visite de contrôle de l'appareillage quand c'est des semelles orthopédiques, et une absence de réévaluation de l'appareillage quand c'est semelles orthopédiques, releveurs et chaussures. Un renouvellement de l'appareillage porté par le médecin généraliste, et aussi quand le renouvellement apparaît trop tard, tous les 5 ans ou plus. Et enfin, une rééducation par kinésithérapie irrégulière. Si on cumule l'ensemble de ce parcours, on a de grandes chances d'abandonner l'appareillage. Ça ne veut pas dire que l'appareillage n'est pas efficace pour vous, ça veut juste dire que vous avez cumulé un ensemble chronologique qui fait qu'on n'a pas pu optimiser l'appareillage à votre prise en charge. Le parcours idéal qui mène au maintien de l'appareillage pour un patient CMT, donc des premiers symptômes un peu plus tardifs, la consultation du neurologue qui pose un diagnostic très tôt, ensuite mise en place en parallèle de la rééducation par kinésithérapie régulière et des bilans musculaires et des déformations, bilan des déformations du pied, chose qui est souvent peu réalisée, à part du descriptif. Consultation du médecin généraliste pour les choses du quotidien, parce que beaucoup d'entre vous considèrent le neurologue comme son généraliste. Et donc, le généraliste doit rester l'interlocuteur sur le quotidien derrière. La prescription des appareillages avec une visite de contrôle du podologue ou du podo-orthésiste et des consultations régulières si c'est des chaussures pour vérifier le volume, l'adaptation, l'usure. Une réévaluation des déformations par le médecin spécialiste, une réévaluation de l'appareillage par le médecin MPR et un renouvellement annuel de l'appareillage en coordination avec le MPR et le neurologue. Donc ça, c'est le parcours. Si on devait proposer un parcours idéal pour le patient qui lui garantisse un appareillage adapté, ce serait ce parcours-là. Donc on a ici 2 cartographies. C'est la première fois, grâce à CMT France et à cette enquête, qu'on peut mettre le doigt sur ce qui ne va pas, grâce au retour des patients. Parce que nous, en tant que thérapeutes, on était incapables de faire ce constat-là. Derrière, il y a des hypothèses. Pourquoi on n'arrive pas, en tant que soignant, à bien vous prendre en charge, à répondre à votre objectif? Il y a des hypothèses en lien avec la réalisation de l'appareillage. Les modes de réalisation des appareillages ne sont pas adéquats pour la prise en charge des patients CMT à l'heure actuelle. C'est une des premières hypothèses. Et ça, il faut que vous ayez une culture des soignants qui s'occupent de vous. La semelle orthopédique peut être réalisée par un ensemble de personnels, médicaux ou non. Les pharmaciens peuvent vous faire des semelles orthopédiques avec un bac+5, mais 2 jours de formation. Les podo-orthésistes peuvent vous faire des semelles orthopédiques avec un bac+2, mais avec une formation qui est concentrée sur la fabrication pour la majorité du cas. Les pédicures podologues peuvent vous faire des semelles orthopédiques avec un bac+3 dans le parcours universitaire, mais ne peuvent pas vous faire de chaussures orthopédiques. Or, une chaussure orthopédique est faite avec une semelle orthopédique. Et à la fin, il y a la notion du droit au diagnostic. Le diagnostic, c'est quoi? C'est la capacité qu'a le clinicien en autonomie d'émettre des hypothèses sur votre problème et de lui-même réaliser potentiellement une description de ce qui doit être fait.
À l'heure actuelle, malheureusement, et il faudrait que ça change, seul le podologue a le droit au diagnostic dans sa formation et a le droit au renouvellement. Ensuite, il y a un autre point très sensible qui peut expliquer certains problèmes, qui est le remboursement. Une chaussure orthopédique est remboursée 735 € à 100%. Chaussure orthopédique avec semelle à l'intérieur. Une semelle orthopédique est remboursée 28 € jusqu'à 54 € si le clinicien triche un petit peu sur sa prescription, et ce n'est pas remboursé intégralement. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Derrière tout ça, il y a le prix de vente auquel vous allez acheter l'appareillage, qui est transparent si vous n'avez pas à régler, mais qui est directement à votre charge si vous avez à payer. Et ce prix de vente, ça comprend la consultation, le matériel pour fabriquer, le temps de fabrication, la remise, la vérification, les frais généraux et le salaire du praticien. Derrière, pour un exemple de semelle orthopédique d'un patient complexe type CMT, le minimum d'une consultation initiale devrait être 45 minutes. La fabrication va prendre 30 à 60 minutes. La remise, 15 minutes. La vérification adaptation, 30 minutes. Donc là, c'est une question un peu polémique par rapport à la réalité, mais il faut savoir que quand ce n'est pas une prise en charge à 100% comme la chaussure orthopédique, un patient complexe va coûter de l'argent potentiellement au praticien. Et ce n'est pas de la faute du patient, ce n'est pas de la faute du praticien, mais on met le doigt sur un réel problème de l'adéquation des moyens et de la chaîne de valeur pour vous proposer un appareillage en adéquation avec votre problème. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, et il est inadmissible que vous ne soyez pas réévalué et vérifié après un appareillage, et ce n'est à aucun moment une excuse, mais là on donne des clés d'explication pour lesquelles certains praticiens ne vont pas le faire, et ça ne les excuse pas, ils ont l'obligation légale de le faire. D'accord ? Donc derrière, la non prise en compte dans le remboursement de la spécificité du patient CMT, c'est-à-dire que quand moi je vais prendre en charge un patient sportif qui a mal au genou parce qu'il veut courir une fois tous les dimanches, il va être remboursé de la même manière que vous. À titre personnel, voilà, je ne trouve pas ça normal, et je pense qu'il devrait y avoir des filières en lien avec le parcours de santé du patient qui met en place les moyens en adéquation avec son besoin. C'était l'objectif de ce travail. Donc, il y a des hypothèses en lien avec la prescription. Le choix dans les prescriptions des appareillages, elles ne sont pas forcément en adéquation avec les attentes, en fait. Et la prescription, et ça, c'est la responsabilité du médecin prescripteur, ça ne devrait pas être un bon d'achat. Je vous fais une prescription, bon d'achat pour une paire de semelles gratuite ou une chaussure orthopédique. La prescription, elle doit être guidée par un objectif thérapeutique que le médecin a mis en place avec vous dans son contrat d'objectif, finalement. Et nous, en tant que paramédicaux ou réalisateurs d'appareillage, on va pouvoir se baser sur ces recommandations. Donc c'est pareil, ça ne fait pas plaisir, mais c'est une réalité. Et puis les connaissances actuelles, et ça pour moi c'est le point le plus crucial, la réalité, en fait, c'est que dans la majorité des cas, la plupart des cliniciens ne savent pas exactement le fonctionnement de votre pied, de la spécificité anatomique de vous individuellement, et pas en général un pied comment ça marche. Et donc les connaissances actuelles ne sont pas suffisantes pour aboutir à une démarche de prescription réaliste dans l'appareillage. Et donc pour ça, finalement, il y a des pistes. Donc pour moi, les conclusions sur cette partie étude, et après si j'ai un peu de temps, j'irai un peu plus sur la partie pied, c'est qu'il y a besoin d'un travail commun entre les instances, les cliniciens experts et les associations de patients. CMT France a un rôle à jouer dans le changement et la description de ce parcours patient afin de faire évoluer le diagnostic initial et le suivi, proposer un parcours de soins fléché et former les prescripteurs et appareilleurs à spécificité anatomique et fonctionnelle de CMT. Derrière, la proposition finalement serait peut-être de travailler sur un guide de prescription qui comprendrait l'évaluation du patient et la réalisation de l'appareillage. Ensuite, et ça c'est un petit peu le plus complexe, j'ai l'impression, parce que tous les praticiens veulent bien soigner leurs patients, ils n'ont aucun intérêt à ne pas savoir les prendre en charge. Le point crucial, ça va être de travailler sur un remboursement plus juste des semelles pour le patient CMT, avec un appareillage, c'est quand même l'appareillage le plus prescrit, qui va être le plus abandonné, alors qu'il permet un chaussage normal, et il devrait bénéficier d'un remboursement en adéquation avec la complexité de sa prise en charge. Mais ça sous-entend que ce remboursement serait conditionné à une expertise du clinicien. Et donc, derrière, l'idée serait de conditionner le remboursement supérieur de l'appareillage à la formation qualifiante d'un thérapeute à cette spécialité. Que vous ayez des gens à qui vous adressez, dont vous êtes sûr qu'ils vont mettre tout en œuvre pour résoudre ce problème en lien avec les connaissances actuelles. Donc, l'autre versant, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure,
c'est le fait que la connaissance anatomique, à l'heure actuelle, n'existe pas autant qu'on le voudrait sur la spécificité du Charcot-Marie-Tooth. Et là, on est encore bloqué dans ce postulat qui est que c'est ce qu'on pense déjà connaître qui nous empêche d'apprendre. Donc, la réalité, c'est que finalement, le patient CMT, c'est un patient neuro-orthopédique. C'est un patient qui souffre d'une pathologie qui va affecter la fonction d'un ou plusieurs muscles, les articulations contraintes par ces muscles sur un potentiel orthopédique. On a tous une morphologie différente. Notre maladie va faire que sur notre morphologie qui est propre à nous-mêmes, on aura des conséquences différentes de notre voisin. Et derrière, en d'autres termes, il est nécessaire de prendre en charge des séquelles orthopédiques, de pathologies neurologiques, avec un ensemble d'outils thérapeutiques. Donc ce que vous voyez à gauche, à votre gauche, oui, c'est bien ça, c'est un patient CMT. Ce que vous voyez à votre droite, c'est un patient qui a une séquelle de polio. On peut avoir une séquelle de polio, n'avoir aucun muscle sur son membre inférieur et marcher. Donc la faiblesse musculaire, le manque de muscles, n'empêche pas certaines fonctions. On ne sera pas performant, mais ça n'empêche pas certaines fonctions. Donc on peut potentialiser le potentiel orthopédique d'un patient avec les outils thérapeutiques. Pour ça, ça nécessite que l'ensemble des interlocuteurs, les soignants notamment, ne confondent pas l'anatomie structurelle, qui est le catalogue des pièces de votre squelette, de l'anatomie fonctionnelle, qui sont les questions de comment ça marche, de la biomécanique, qui est la science de comprendre et de calculer tout ça. De manière très concrète, on apprend les pièces du moteur quand on fait de l'anatomie. On va apprendre par cœur les pièces d'un moteur. Ce n'est pas parce qu'on connaît par cœur l'ensemble des pièces d'un moteur qu'on va savoir comment fonctionne un moteur. Donc on peut avoir une connaissance théorique qui ne nous permet pas d'avoir une connaissance fonctionnelle. Et donc il faut se poser la question, quel est le but primaire du système? Quel est le but primaire de mon pied? Que je sois porteur de CMT, des séquelles d'entorse, multi-opéré ou pas? C'est quoi le but primaire de ce système? Derrière, nous, en tant que thérapeutes, on doit se poser la question, comment à l'intérieur de votre pied, les ligaments, les muscles fonctionnent pour permettre de réaliser ce but? Si l'objectif c'est d'être stable, comment ça fonctionne? Si l'objectif c'est de pouvoir aller d'un point A à un point B avec une certaine vitesse, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Et en cas de lésion, un muscle qui ne marche pas, un ligament qui est abîmé, un os qui est déformé ou qui a été opéré, comment s'adapte votre pied? Et comment on va pouvoir l'aider à fonctionner de nouveau? Donc derrière, la spécificité dans Charcot-Marie-Tooth, pour résumer, ça va être, et là je fais volontairement, c'est ce que j'appelle faire du McDonald's, je vais vous donner les deux notions pour moi les plus importantes pour comprendre finalement la spécificité d'un pied CMT. C'est la notion d'équin, de flexion-extension. Est-ce que vous avez la possibilité ou non d'avoir votre pied qui, si je me mets de profil, va être capable d'avoir une mobilité qui est correcte ou pas, et si elle n'est pas correcte, quelles sont ses limitations? Et ça, on va voir déjà que ce n'est pas si simple. Dire à un patient qu'il a un équin, c'est facile. Par contre, comprendre, savoir si son équin il est lié au petit os rouge que vous voyez, qui mobilise l'ensemble de la cheville, ou savoir si votre équin il est lié aux os jaunes que vous voyez ici, qui sont au milieu de votre pied, même si vu de l'extérieur, on peut penser que c'est la même chose, à aucun moment, ce sera la même chose pour vous appareiller. Donc, il va falloir prendre en compte ces spécificités. Et donc, en fonction du type d'équin, il va falloir des compensations différentes. On va se poser aussi la question de est-ce que je ne me trompe pas, est-ce que c'est un équin ou est-ce que ça n'en est pas un? Dans le CMT, il y a aussi la notion du faux équin. C'est-à-dire que j'ai un pied finalement qui, de par le fait que le muscle n'est pas capable de le relever, va tomber. Quand il va venir se mettre au sol, il arrive sur la pointe du pied. Donc on peut considérer qu'il est comme un équin. Mais c'est un faux ami. Donc c'est pareil, il ne faut pas prendre en charge de la même manière. Ensuite, il y a la notion de varus, de varisation, le pied qui tourne à l'extérieur. Donc là, ce qu'on a vu avant, c'est deux profils. Mon pied, est-ce qu'il est capable de monter, de descendre, sa position. Et là, c'est vu de face. Est-ce que mon pied il tourne vers l'extérieur ou pas? C'est la notion de varus, de valgus. Et donc, en fait, cette notion-là, elle est complexe à intégrer au départ, mais dans la réalité, il existe à l'heure actuelle des outils. Donc, ce que vous voyez, c'est des imageries scanners. Donc, c'est du CT scan. C'est des CT scans low dose, et ça permet de reconstruire en 3D les structures. Mais on voit aussi bien la peau, on va pouvoir voir les structures musculaires, et on va pouvoir également le faire en charge. Et donc, on va pouvoir comprendre l'organisation de vos os qui est responsable de la déformation. On arrête de supposer en regardant de l'extérieur, on va pouvoir comprendre comment c'est à l'intérieur, et donc faire des mesures et adapter. Et là, sur cet exemple-là,
Hop. Sur cet exemple-là, ce que vous voyez, c'est le premier exemple de profil qui était une cassure dans le milieu du pied. Donc ce n'est pas l'arrière du pied qui est responsable de l'équin, c'est le milieu du pied. Donc je ne peux pas le corriger de la même manière. Et si je n'ai pas cette information, je vais passer à côté. Et enfin, la notion de varus, en fait, on peut avoir le pied qui tourne à cause de l'arrière du pied, mais on peut avoir le pied qui tourne à cause de l'avant du pied. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à comprendre, mais en clair, si vous regardez ici, le pouce, il veut descendre plus bas parce que le pied est rigide, et vu qu'il descend plus bas, dès qu'on le pose, il fait tourner l'ensemble du pied. Et ça, je vais le corriger d'une manière opposée à un pied qui tournerait directement de l'arrière. Donc, pourquoi on va se mettre dans cette situation-là? La plupart du temps, c'est pour avoir une stabilité. Et la stabilité du pied, si vous regardez un petit peu, donc ça c'est un squelette de pied, ces articulations-là, elles sont un petit peu rondes. Ça veut dire qu'elles ne vont pas être très stables. Et les articulations sur le côté, elles sont planes. Elles sont collées l'une à l'autre. Si je me mets sur le bord externe du pied, je limite tous les mouvements possibles et donc je pose mon pied directement, j'ai une information dans mon genou, dans ma hanche. Donc je vais être plus stable. Donc de fait, je vais chercher cette position. Donc il y a non seulement la structure du pied, plus l'objectif pour vous qui est d'être stable, qui va entraîner ça. Si je règle l'un sans vous garantir la stabilité, votre pied, vous allez chercher à le tourner, vous allez chercher d'autres stratégies. Donc l'idée, c'était de vous décrire globalement un petit peu ce genre de choses, mais c'était pour vous amener à comprendre, à être, à être tolérant avec vos cliniciens, parce que la connaissance, à l'heure actuelle, elle est compliquée, et on ne l'a toujours pas de manière intégrale, mais en même temps, avoir l'exigence du renouvellement, de la réévaluation. Et puis en tant que patient, à travers les associations, vous avez le pouvoir un petit peu de bouger les choses en disant « Ok, il y a un parcours patient idéal, comment ça se fait qu'on n'y a pas le droit? Moi, j'y ai peut-être pas eu le droit, comment je donne ce droit aux autres? Et puis je suis mal remboursé, et si je suis mal remboursé, mes thérapeutes, ils ne peuvent pas finalement faire du bon travail, comment je vais pouvoir travailler là-dessus? Donc on a tous une responsabilité, je pense que ça peut aller si on arrive à travailler ensemble autour de tout ça. Donc ça, je vous ai montré, c'est le palliatif finalement, c'est comment on gère au quotidien des conséquences avec l'appareillage. Et je vais demander à Antoine de revenir parce que finalement, tout ça n'a de sens que dans une réflexion plus globale où parfois c'est la chirurgie qui va être votre compagnon. La conclusion de tout ça, c'est que ça doit être en équipe pluridisciplinaire avec des gens qui vont mettre en œuvre un ensemble d'arsenal thérapeutique pour vous accompagner. Je vous remercie pour votre attention. C'est intéressant, hein? Il est très intéressant. Alors, je remercie Antoine parce que, surtout de finir sur cette conclusion du pluridisciplinaire, parce qu'on travaille encore ensemble, on a beaucoup travaillé ensemble à Garches, et il y a vraiment cette notion d'intelligence collective qu'il y a au centre des consultations pluridisciplinaires. Chacun arrive avec son bagage et ça permet d'échanger. À la fois, ça permet d'offrir une palette en termes de ressources thérapeutiques qui est plus large, et aussi en termes de ressources diagnostiques. Ça veut dire que tout ça, nous, on l'intègre aussi à chaque fois qu'on est en consultation ensemble. On se nourrit de par imbibition les uns des autres et ça nous permet d'avancer. Et on ne réfléchit pas la chirurgie de la même façon depuis qu'on voit tout ça. Ça a vraiment des apports énormes. Et sur ce point-là, nous, moi, je suis paramédical. En tant que paramédical, on est des auxiliaires médicaux, donc on est censé répondre à une prescription. Et donc, le binôme entre le prescripteur et l'appareilleur, il doit forcément, on doit avoir un langage commun. Et à l'heure actuelle, les formations étant très divergentes, finalement, au début avec Antoine, on utilisait des termes différents pour décrire les mêmes choses, et des fois, on n'arrivait pas à se comprendre pour certains patients parce qu'on n'avait pas les mêmes sémantiques. Et alors, le patient, il comprenait encore moins parce que lui, il va chercher des fois sur Internet. Et alors sur Internet, on finit tous avec un cancer du pied, donc c'est compliqué, quoi. À un moment donné, il faut qu'on arrive à converger là-dessus. Mais l'équipe pluridisciplinaire, nous, en tant que paramédical, on n'a aucun pouvoir si on n'est pas intégré dans une équipe pluridisciplinaire. Et avoir accès à l'arsenal thérapeutique de la chirurgie, c'est un gros plus, parce que des fois, l'appareillage ne peut pas tout faire. Puis l'avantage d'être en pluridisciplinaire, c'est aussi, nous, effectivement, cette étude-là, elle nous fait comprendre un peu mieux le parcours des patients. Nous, on voit pas mal de patients, que ce soit en chirurgie du pied standard ou dans le cadre de maladies neurologiques, qui ont abandonné, par exemple, une semelle orthopédique. Et on leur dit, est-ce que vous êtes venu avec votre semelle? Ils disent non, non,
Parce qu'en gros, dans leur tête, de toute façon, la semelle pour eux ne marche pas. Alors qu'en fait, c'est la semelle telle qu'elle a été faite n'a pas répondu aux objectifs que eux donnaient à cet appareillage. Donc ça permet parfois de remettre quand même des ressources à l'ordre du jour, des ressources thérapeutiques, en disant bah non, votre semelle elle a peut-être pas été bien faite, mais vous pouvez encore, elles peuvent encore vous rendre service à condition qu'on réfléchisse bien à la façon dont il faut la réaliser. Et il y a une complémentarité aussi dans le temps. Ça veut dire qu'il y a des patients qui vont avoir une semelle ou un appareillage, peut-être une chaussure orthopédique, qui vont finalement aller à la chirurgie. Et puis nous, en tant que chirurgien, on a aussi besoin de ces appaillages parce qu'en post-chirurgical, on va régler certaines choses et puis après, on va avoir beaucoup plus de finesse d'adaptation avec un appareillage et qui va permettre de corriger encore des petites choses qu'on n'a pas pu corriger forcément avec la chirurgie. Donc ça peut venir en préopératoire, ça peut venir en post-opératoire. Parfois, on peut être amené aussi à proposer une intervention chirurgicale pour faciliter le port d'un appareillage. Je pense au nombre de patients qui ont des releveurs alors qu'ils ont des équins fixés, qui de toute façon, le releveur, il ne peut pas faire son job. Donc effectivement, il n'est pas efficace et le patient l'abandonne, mais parce que voilà, c'est une erreur de raisonnement. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment la place de ces consultations pluridisciplinaires. Donc ils sont en train de se mettre en place. Alors à Garches, elle existe depuis longtemps. L'offre de soins, elle est aussi en train de s'étoffer puisqu'il y a maintenant un hôpital de jour qui est piloté par le service de neurologie qui fait intervenir les différentes professions. Vous le mettez en place à Rennes? Alors à Rennes, on est en train, je pense à la rentrée, on va créer une consultation pied qui sera dédiée aux pieds en fait à la fois Charcot-Marie-Tooth, mais on l'a vu aussi aux séquelles de polio et puis peut-être au spina bifida puisque c'est des entités cliniques qui peuvent parfois se ressembler un peu, où il y aura un médecin de rééducation, un chirurgien et on aura la présence aussi de podo-orthésistes. Donc voilà, ça permet de gagner du temps aux patients. Ça permet d'avoir vraiment une finesse de compréhension, de propositions thérapeutiques qui répondent au mieux à la demande du patient. Et on l'a peu évoqué, mais la chose fondamentale, c'est d'abord de partir du ressenti du patient. C'est-à-dire, quel est votre gène ? Est-ce que c'est un problème de stabilité? Est-ce que c'est un problème de douleur? Est-ce que c'est un problème de griffe? Est-ce que c'est un problème d'adaptation de l'orthèse dans un volume chaussant? Enfin voilà, le fondamental, c'est vraiment partir de ça, discuter avec le patient, et ensuite on dit, bah voilà, vous avez telle demande, tel besoin, tel gène. On peut se fixer tel objectif dans la prise en charge, et puis il y a des objectifs, il faut se fixer des objectifs qui soient réalisables. Il y a des choses, là, vous nous demandez des choses que nous, on ne peut pas faire, soit en tant que podologue, soit en tant que chirurgien, ça, on ne sait pas encore faire. Redonner de la force à un muscle, par exemple, on ne sait pas faire. Mais le risque, c'est que vous trouviez, à force de chercher, toujours quelqu'un qui va vous dire oui. Et si vous avez eu 5 ou 6 réponses négatives, parfois, la personne qui vous dira oui, on opère, faut se méfier en fait. Alors c'est pas des généralités, mais voilà, c'est un raisonnement collectif. Ça ne peut être que collectif. Avec un contrat d'objectif. Ça veut dire que si on part sur une prise en charge, c'est avec tel objectif. Il y a des choses, on va dire, dans cette prise en charge, on est quasiment sûr de pouvoir atteindre cet objectif de stabilité, par exemple. L'objectif de douleur, on n'est pas sûr. On espère, mais on n'est pas complètement sûr de pouvoir l'assurer. Et puis, il y a d'autres objectifs, par exemple, courir, non, ça, on sait d'emblée qu'on ne peut pas partir, on ne peut pas contractualiser là-dessus au départ. Ouais. De rien, merci beaucoup. Merci à vous.